Dans les derniers mois, on a fait l'annonce qu'on retirait les cellulaires des écoles pour le bienfait des élèves, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il des jeux vidéo? Alors que les cellulaires sont retirés maintenant, plusieurs programmes de ce qu'on appelle le e-sport, hein, c'est du sport électronique, eux restent en place. Alors que, bien évidemment, ça soutient parfois que les jeunes sont devant des écrans de nombreuses heures par jour. J'en parle avec Christopher Chansey, qui est PDG de Manavoid, qui est, on pourrait dire, un expert du domaine des jeux vidéo. Là. Je pense que aussi expert que c'est possible de l'être, n'est-ce pas, Christopher? Évidemment, un début de l'interdiction des cellulaires dans les écoles, c'était la lutte contre la cyberdépendance. Moi, je suis un gamer aussi. Là. J'ai joué beaucoup à des jeux vidéo, même dans les dernières années. Puis c'est vrai que ça peut créer une dépendance. Puis j'ai parfois joué, on parlait de Fortnite, là, j'ai parfois joué avec des jeunes qui étaient clairement dépendants, qui faisaient que ça de leur vie. C'est pas un peu contradictoire, justement, d'avoir d'un côté interdit les cellulaires puis de maintenir quand même cet écran là, dans le cadre d'un contexte scolaire? Ça pourrait en paraître contradictoire, mais c'est sûr que il faut vraiment faire la distinction des choses. Tout temps d'écran n'est pas égal. Donc, il y a vraiment une différence entre l'acte passif de faire du doom scrolling sur TikTok pendant regarder 2 heures avant de se coucher. coucher. Sont proposées, là, ouais, c'est ça. Dans le désordre. Là, à coup de dopamine de 10 secondes. Versus l'acte vraiment interactif et actif de faire l'expérience d'un jeu vidéo. Donc, évidemment, ça reste un écran, mais après ça, la posture dans laquelle on se trouve est vraiment différente. Puis les affects que ça peut avoir sur le corps sont différents aussi. Donc, c'est comme la première chose que je dirais. Puis pour ce qui en est des sports électroniques, là, on est vraiment dans de la compétition, on est dans de la haute performance. Donc, on peut comparer la capacité sensorimotrice de certains joueurs de e-sport avec des grands athlètes. Là. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement doués, extrêmement agiles avec leurs mains quand c'est des jeux d'action. Puis, il y a aussi toute une dimension stratégique, une dimension d'équipe aussi qui nécessite énormément de communication, énormément de réflexion puis de focus. Donc, tout ça, ça les rend aussi dans une posture encore plus active. Donc, c'est un écran, oui, mais on n'est vraiment pas dans la même posture que... Parce que, tu sais, je veux dire, je veux pas faire de stéréotype, mais quand même, je vais faire un stéréotype. Tu sais, on s'imagine vite le jeune gamer, là, un peu tu sais, obèse, là, les cheveux gras, là, qui game toute la journée. Puis, tu sais, je sais pas, c'est le typique gamer là, de mon enfance, peut-être, à la limite, mais c'est pas tout à fait comme ça là, que ça se passe. Là. Comme tu dis, il y a d'autres dimensions, disons, à ça comme sport. Puis d'ailleurs, les Olympiques ont inscrit le sport électronique comme une discipline, ce qui moi, je sais pas si ça m'embête, là. Ça me fait quand même réfléchir. Est-ce que quelle vertu est-ce que tu vois justement à garder ou puis à intégrer le e-sport dans un contexte scolaire, pédagogique? Ouais, ben, tu sais, une des questions que j'aime poser quand on parle de e-sport ou de choses comme ça, c'est, est-ce que tu serais fâché, par exemple, si ton jeune jouait dans un club d'échecs, par exemple, 20 heures par semaine? Puis souvent, la réponse, c'est non. Là, ça, je dis, bon, si le jeune jouait dans un club d'échecs en ligne 20 heures par semaine. Puis plus souvent qu'autrement, c'est non, parce qu'on voit comme une dimension constructive à apprendre les échecs puis la stratégie autour. Alors ça, si je dis à quelqu'un, est-ce que tu laisserais jouer ton enfant à Fortnite 20 heures par semaine compétitivement? Ben là, soudainement, là, on est comme, non, là, c'est temps d'écran puis tout ça. Donc, je pense que la nuance, c'est dans la posture dans laquelle on est. T'sais, ça reste que le jeu vidéo, c'est un échappatoire. La grande majorité des gens jouent pour s'échapper, s'évader, un peu comme un livre ou un film ou n'importe quoi qui pourrait nous entertain là, dans une journée. Quand on joue compétitivement, par exemple, à un jeu vidéo, ben là, soudainement, il y a comme tout plein de grades là, qui commencent à embarquer. Donc, c'est sûr que quand tu es dans le top 0.1% là, des gens qui jouent à un certain jeu, t'es vraiment à l'élite, t'es vraiment quelqu'un qui est comme exceptionnel dans une discipline qui peut être vidéoludique. Puis c'est là qu'on peut voir un peu comme on le voit avec des échecs, qu'on pourrait le voir avec le golf ou le plongeon, qui ne sont pas nécessaires. C'est plus dans l'adresse ou c'est plus dans la précision. Il y a une dimension physique, mais on pourrait même dire qu'il y a une dimension physique aussi aux échecs et aux jeux électroniques, parce qu'on a quand même prouvé avec des études qu'il y a une dépense calorique qui est entre 1,5 et 3 fois plus quand on joue de manière focus et compétitive que quand on est juste en train de s'échapper. De toute façon, le golf, c'est pas vraiment un sport, là, on s'entend. un jeu d'adresse, là, où on peut se... Un jeu d'adresse. Il y a un aspect physique, le golf, quand même. C'est comme jouer aux poches, en fait, chez ta grand-mère. Il y a un effort physique. Pour être bon, il faut quand même avoir un minimum d'entraînement. Mais je sais que pour certains compétitifs en e-sport, il y a aussi des entraînements en gym, puis il y a aussi l'aspect physique là, pour que le corps suive. C'est ça qui est beau, en fait, avec les programmes qui se trouvent dans les écoles. Tu sais, comme c'est vraiment traité comme du sport-études. Donc, on regarde l'alimentation,
on regarde justement ce qu'il y a un train de vie balancé. On a une standardisation puis un contrôle un peu. Si on n'avait pas ça dans les écoles, c'est pas comme si la pratique allait disparaître, que les jeunes le feraient à la maison, parce que là, c'est moins régulé puis c'est moins supporté. Donc là, au moins, on est capable de comme sensibiliser les jeunes qui sont dans ces programmes-là à trouver le ballon dans leur vie, là. Tu sais, dans les sports traditionnels, je vais dire ça comme ça, tu sais, le ski, là, t'as comme, je sais pas, là, les Suisses, puis je sais pas, le hockey, t'as les Canadiens, puis tu sais, d'autres disciplines, là, t'as d'autres nationalités. Quand je pense aux jeux vidéo, je pense tout comme les Coréens, là, tu sais, je sais pas, il y a comme... Est-ce que le Canada, le Québec, tu sais, est-ce qu'on est bon, tu sais, puis justement, c'est des problèmes de sport-études. Encore une fois, je mets ça entre guillemets, je vais finir par en revenir, Christopher, mais est-ce qu'on a espoir de créer des athlètes véritablement de très haut niveau, puis un jour que le Canada, le Québec soit, je sais pas, parmi l'élite du monde là, dans ces disciplines-là, ou est-ce qu'on va toujours rester comme un pays un peu secondaire? Non, on a des gens qui performent de haut niveau vraiment dans beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. C'est sûr que quand on pense aux Coréens, on pense à cause que c'est structuré avec une branche du gouvernement coréen depuis 2000. Donc, il y a la Korean Esports Association, la KESPA, qui a comme un peu régulé tout ça à un niveau gouvernemental. Donc, ils ont encouragé, ils ont subventionné. Depuis 25 ans. Donc, c'est sûr qu'eux, ils se retrouvent au top du palmarès parce qu'ils sont encouragés à un niveau gouvernemental. C'était pas juste une affaire genre les Coréens. Non, les Coréens sont vraiment bons. Là, mais après ça, au Québec et au Canada, je dirais quand même qu'on est vraiment des grands compétiteurs. Je pourrais nommer n'importe quel jeu, puis on pourrait trouver dans le top 10, top 20 mondial là, des gens qui viennent d'ici. Donc, on a cette sensibilité-là. On a toujours un peu cet aspect compétitif gaulois un peu du Québec là, qui fait qu'on surperforme souvent aux Olympiques puis dans ces sphères-là. Puis il y a tout lieu là, d'encourager ces pratiques-là. Il est possible aujourd'hui de gagner sa vie en faisant aussi des sports électroniques. Donc, il y a des gens qui gagnent des millions de dollars par année en faisant du sport électronique. Ils ont des deals avec des Nike et des Gatorade et d'autres, là, autant qu'on pourrait le voir avec des athlètes qu'on pourrait considérer normaux. Mais justement, tu sais, ça, c'est impressionnant pour une infime proportion de ceux qui se rendront à ce niveau-là. Si on revient à l'idée du sport-études, là, moi, plus jeune, j'ai joué beaucoup au water polo, j'ai joué compétitivement. Puis j'ai jamais eu la prétention d'être un Olympien. J'étais assez bon pour être dans l'équipe qui faisait la Ligue canadienne, mais jamais assez bon pour être dans les 20 meilleurs joueurs au Canada. Donc, cependant, le water polo m'est resté. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à 37 ans, j'ai encore une activité où je peux aller dépenser l'énergie, avoir quand même certains contacts sociaux à l'extérieur d'un écran. Là, je me dis, est-ce que ces jeunes-là certains vont réussir à se rendre en haut de la pyramide, puis c'est merveilleux, mais ma question, c'est plutôt ceux qui sont moyens bons, là, comme j'étais au water polo, est-ce qu'ils vont juste être très bons à jouer à des jeux vidéo plus tard? C'est comme, qu'est-ce qui reste dans le fond de ce développement-là? Je peux parler des bienfaits du jeu vidéo de manière compétitive. Là. Il y a beaucoup de bienfaits physiques quand même. Donc, les capacités sensorimotrices, par exemple, sont hautement élevées chez les gens qui jouent compétitivement à des jeux vidéo. Il y a une étude qui a été faite qui regardait un peu l'acte chirurgical de faire une chirurgie. 42% plus efficace des gens qui jouaient compétitivement à des jeux vidéo versus des étudiants en chirurgie. Pour de meilleurs cardiologues. Ça crée des futurs médecins. Donc, tu sais, je pense que c'est important toujours de voir les bienfaits. Donc, tu as parlé de socialisation. Il y a beaucoup de ça dans le jeu compétitif en ligne. Tu as parlé justement toute la structure de vie ou la discipline que ça peut t'amener ou justement le ballon dans ta vie. C'est des choses qui se perdent pas. Moi, personnellement, j'ai joué compétitivement quand j'étais plus jeune aussi. Et moi, je me suis retrouvé à gérer même des groupes de 100 personnes qui jouaient compétitivement ensemble. Puis un peu comme un leader de guilde. J'ai géré des conflits. J'avais 14 ans. Là, j'ai géré des conflits d'hommes de 30 ans qui s'ostinaient en ligne. J'ai communiqué. Puis tout ça, aujourd'hui, si je suis un gestionnaire d'entreprise, il y a des soft skills qui ont été appris à travers ce parcours-là, définitivement. C'était pas structuré à l'époque. C'était pas contrôlé à l'époque. On regardait pas ça autant, le temps d'écran. Donc aujourd'hui, il y a lieu de toujours être sensible. Évidemment, s'il y a des jeunes qui ont des comportements compulsifs, on devrait être inquiet. Autant qu'on devrait être inquiet si quelqu'un binge du Netflix pendant 8 heures dans une journée ou qu'il joue au hockey pendant 8-12 heures dans une journée. Il faut balancer tout dans la vie pour être en santé. Puis évidemment, le jeu vidéo compétitif fait partie de ça. Je termine, Christopher, en te parlant un peu de toi. Je sais que tu travailles sur des jeux éducatifs. Fait que là, on est comme un peu dans un autre univers. Donc, oui, on reste dans l'univers du jeu, mais le jeu a comme aussi une vertu pédagogique éducative. Peux-tu peut-être, en 2 mots, là, en conclusion, nous parler un peu de ce que tu fais chez Manavoid, de ce que vous faites dans le studio? Quel est un petit peu l'objet là, de votre réflexion sur le
le croisement entre jeu et apprentissage? Je pense que le meilleur apprentissage que tu peux offrir à quelqu'un à travers le jeu, faut pas que ça paraisse que ce soit de l'apprentissage. Donc, je donne un exemple. On a travaillé avec un jeu pour enfants qui s'appelait Rainbow Billy, qu'on a sorti en 2021. On travaille sur le 2e en ce moment, d'ailleurs. Puis le jeu, il était non-violent, puis il parlait beaucoup de communication. Donc, on présentait des situations, puis ça offrait aux jeunes de parler d'émotions. J'ai eu tellement de témoignages de parents qui ont dit qu'en jouant avec leurs jeunes, ça a soulevé des questions à l'école, ça a soulevé des... Donc, les jeunes jouaient, ils se retrouvaient dans certains personnages, ça ouvrait une communication avec leurs parents. Puis évidemment, il y a toute une dimension du jeu aussi qu'on appelle le jeu sérieux, où là, on a vraiment plus une dimension éducative. Donc, on a Affordance Studio, là, qui est un studio avec lequel je collabore, qui font ça. Puis on a des gouvernements avec qui on travaille. On travaille avec, en ce moment, la Cour suprême du Canada sur un projet. Donc, tu sais, là, la vocation est beaucoup plus éducative. Donc là, c'est comme un parcours éducatif qu'on peut gamifier ou rendre plus ludique. Mais c'est sûr qu'il y a des grandes vertus à apprendre à travers le jeu, comme il y a des grandes vertus aussi à apprendre à travers le sport. Donc, le mélange entre les deux me semble élégant, si bien contrôlé, ce que fait le sport-études en e-sports. Donc, je vais peut-être graduellement enlever les guillemets quand je parle de e-sport. Mesdames et messieurs, je vous repose quand même la question pour ou contre les programmes d'e-sport dans les écoles au Québec. Est-ce que Christopher vous a convaincu ou non? 1-877-827-2346. Christopher Chancy, PDG de Manavoid, merci d'avoir été avec nous en studio. Merci d'avoir reçu. À bientôt.